Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sûres pour ce premier épisode de l'année 2022, épisode auquel toute la rédaction du groupe Revue Fiduciaire s'associe à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au pacte Dutreil. À l'occasion de la publication par l'administration fiscale de ses commentaires définitifs sur le pacte Dutreil, nous vous avons en effet sollicité et vos questions ont porté sur le champ d'application du dispositif Dutreil et sur son contrôle par l'administration fiscale. Fidèle au principe de cette émission que vous connaissez bien maintenant, la rédaction a sélectionné 3 de vos questions que nous allons tout de suite soumettre à notre experte Françoise Soulet, rédactrice en chef adjoint de la rédaction fiscale. Bonjour Françoise. Bonjour Marianne. Alors Françoise, je vous propose de commencer par les 2 questions de Christophe, commissaire aux comptes. La première question de Christophe porte sur la notion de prépondérance de l'activité éligible et plus précisément sur l'impact de la trésorerie lors de l'appréciation de cette prépondérance. Alors en effet, entrent dans le champ d'application du dispositif Dutreil les sociétés qui ont une activité opérationnelle, c'est-à-dire une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La société peut également avoir une activité mixte, c'est-à-dire à la fois une activité opérationnelle et une activité civile. La question est de savoir comment nous allons apprécier cette notion de prépondérance de l'activité opérationnelle. Je vais faire un petit rappel des principes qui sont posés par l'administration fiscale. Dans ses commentaires, donc publiés définitivement récemment, elle a introduit une décision du Conseil d'État. Cette décision du Conseil d'État précise justement quels sont les critères d'appréciation de la prépondérance de l'activité opérationnelle. Selon le Conseil d'État, l'activité est prépondérante en considération d'un faisceau d'indices qui est déterminé en fonction de la nature de l'activité et des conditions d'exercice de cette activité. L'administration fiscale admet qu'une activité est une activité opérationnelle prépondérante lorsque le chiffre d'affaires issu de cette activité opérationnelle représente au moins 50% du chiffre d'affaires total. Et lorsque la valeur vénale des actifs immobilisés et circulants affectés à cette activité opérationnelle représente au moins 50% de l'actif brut total. Dans le cadre d'un groupe, qu'en est-il en présence d'une holding animatrice? Celle-ci est également soumise aux critères de la prépondérance. L'administration fiscale a précisé que pour la holding animatrice, l'activité d'animation est considérée comme prépondérante lorsque la valeur vénale des titres des filiales de cette société holding représente plus de 50% de l'actif total. Elle précise, elle utilise un adverbe qui est l'adverbe « notamment » quand elle parle de la prise en compte des titres des filiales. Ce qui laisserait penser que l'on peut retenir pour l'appréciation du caractère prépondérant de l'activité d'animation d'autres actifs, comme par exemple, et j'en viens à la question posée par Christophe, on pourrait retenir par exemple la trésorerie affectée au concours financier de ces filiales. Or, attention en pratique, parce que nous constatons encore que l'administration fiscale, dans un nombre important de propositions de rectification, remet justement en cause le fait que l'on retienne la trésorerie affectée au concours financier des filiales. Donc prudence, même si à notre avis en pratique, nous pouvons retenir ce critère pour l'appréciation du caractère prépondérant de l'animation de la holding, il faut être prudent. Alors notre Christophe, c'est cela, nous a posé la question dans le cadre d'un groupe. Donc c'est vrai que j'ai axé donc mes propos sur l'application du Dutreil aux sociétés, mais pour son information, dans le cadre du Dutreil appliqué aux entreprises individuelles, puisqu'il s'applique aussi en cas de transmission d'entreprises individuelles. Je voudrais simplement, pour son information, citer un arrêt de la Cour d'appel, qui est la Cour d'appel de Pau, dans lequel la trésorerie qui était excédentaire par rapport aux besoins de trésorerie de l'entreprise n'a pas été retenue dans le cadre de l'application de l'exonération parce qu'on a considéré que c'était un besoin excédentaire par rapport aux besoins normaux. Voilà, c'était juste pour son information, pour envelopper, parce qu'il n'y a pas de jurisprudence dans le cadre du Dutreil appliqué aux sociétés concernant l'application du critère en prenant en compte la trésorerie. Donc,
Très bien, merci Françoise pour ces premières précisions. On continue avec Christophe et sa seconde question. Christophe souhaite cette fois avoir des précisions sur les règles de prescription et sur les modalités de calcul des droits complémentaires. Alors, le dispositif du TREI s'applique aux transmissions par donation et par succession. L'administration fiscale, donc dans le cadre de son contrôle, va disposer de prescriptions à la fois triennales et sectionnales. La prescription sera triennale quand, dans le cadre du dispositif du TREI, elle va remettre en cause, par exemple, la valeur des biens qui sont transmis. Exemple, la valeur vénale des titres. Elle n'a pas besoin, en effet, dans ces cas-là, de faire d'investigation supplémentaire. L'imposition est déterminée en fonction de compte de l'enregistrement de l'acte ou de l'enregistrement de la déclaration de succession. Dans le cadre de la prescription sectionnale, cela suppose que l'administration soit dans l'obligation d'effectuer des investigations supplémentaires. Ça sera le cas dans le DuTREI lorsqu'elle va remettre en cause les conditions d'application du dispositif du TREI. Pour revenir à la question de Christophe, par exemple, c'est l'hypothèse où elle va s'interroger sur la prépondérance de l'activité opérationnelle. D'accord. Dans ces deux cas, lorsque l'administration revient ou sur la valeur vénale des titres ou sur une condition d'application du dispositif du TREI, elle va recalculer l'assiette des droits. Dans le premier cas, si elle modifie la valeur vénale des titres, elle augmente cette assiette, bien sûr. Dans le deuxième cas, elle remet en cause l'application des 75% d'exonération. Donc, elle modifie également l'assiette des droits. En modifiant l'assiette des droits, il y a évidemment une modification du montant des droits dus, du calcul des droits. Donc, la personne sera redevable donc des droits complémentaires dans les deux hypothèses qui seront assortis d'intérêts de retard et dans certaines hypothèses de majoration supplémentaire. Je propose à Christophe de lire le prochain feuillet 3924 hebdomadaire, feuillet hebdomadaire. Nous consacrons un dossier et nous précisons les points de départ et d'arrivée pour le calcul de ces prescriptions triennales et sectionnales. Merci Françoise. Alors, troisième et dernière question posée par Thierry, indépendant. Les locations meublées professionnelles sont-elles exclues du dispositif du TREI? Oui. Bon ben voilà. je pourrais m'arrêter là. Non mais effectivement, dans le cadre de la publication des commentaires définitifs par toujours l'administration fiscale bien sûr, cette fois, elle a définitivement tranché cette question en précisant que sont exclues du dispositif du TREI les locations meublées, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles. C'est vrai qu'on a eu tendance, dans une version antérieure de la doctrine, à penser que ces locations entraient dans le champ d'application, et ce à la lecture d'avis du comité d'abus de droit fiscal de 2015. La question est donc tranchée et la location meublée, professionnelle ou non professionnelle, est exclue du dispositif du TREI, qu'elle soit exercée au travers d'une société ou au travers d'une entreprise individuelle. Juste une précision concernant les locations meublées dans la para-hôtellerie. Là, c'est une activité qui resterait dans le champ d'application du dispositif du TREI. D'accord. Alors c'est vrai que ce nouveau positionnement de l'administration fiscale crée une distorsion entre le dispositif du TREI et l'impôt sur la fortune immobilière. Rappelons en effet, c'est important, que l'activité de location en meublé professionnel, dans le cadre de l'IFI, peut être exonérée au titre des actifs professionnels sous certaines conditions. Elle est considérée là comme une activité commerciale, alors qu'elle ne l'est plus dans le cadre du dispositif du TREI. D'accord. Merci beaucoup Françoise pour toutes ces précisions à nos abonnés, puis à bientôt j'espère. Merci Marianne, à bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour plus de précisions sur ces mesures, je vous invite à vous reporter à notre feuillet hebdomadaire 3924 dans lequel vous trouverez un dossier complet consacré au dispositif du TREI. Une suggestion de bonne résolution pour bien démarrer 2022. Avant de vous quitter, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et à activer la petite cloche des notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode de 3 questions sûres avec une nouvelle thématique à découvrir d'ici là dans votre newsletter, bien sûr.